110 000 grévistes en Sibérie, chiffre officiel, le mouvement s'étend, Moscou envoie une délégation, c'est le conflit social le plus dur de l'ère Gorbatchev. Karajan mort, il reste sa musique et son image, il avait tout enregistré pour ses élèves, ses admirateurs et la postérité. Jessy Norman est l'invité de ce journal, avec Jessy Norman nous évoquerons le maître. Le sommet des 7 à l'heure des bilans, nouveau et intéressant, l'écologie en bonnes intentions fait irruption dans le consensus devant l'ouverture à l'Est et la dette. Pour la troisième fois en 6 mois, un sous-marin soviétique nargue les autorités norvégiennes. On a cru à l'incendie, il ne s'agirait que d'un moteur diesel. Madame, Monsieur, bonsoir. Mikhail Gorbatchev est ce soir confronté au plus grave conflit social qu'il ait eu à connaître depuis son arrivée au pouvoir. Actuellement, 110 000 mineurs, c'est le chiffre officiel, en Sibérie occidentale sont en grève. Le mouvement a commencé il y a 8 jours. Les grévistes sont passés de revendications catégorielles à des revendications plus politiques. Le tout exprimé dans la rue et par haut-parleurs, alors que les meetings se succèdent dans une quinzaine de villes du bassin houiller sibérien. Véronique Tavo. Reportage à la télévision, la grève des mineurs développée dans le grand journal du soir, les médias soviétiques jouent la transparence et ne cachent rien. Ni les négociations qui piétinent, ni l'extension du mouvement qui touche maintenant 15 centres miniers du bassin de Kouzbas. Prendre les choses en main, dénoncer les responsables politiques locaux pour leur inertie, les mineurs réclament des réformes, la perestroïka s'exprime à la base. Signe concret, la création d'un comité de grève chargé d'élaborer une plateforme de revendication, l'organisation de meetings. Dans le plus grand respect de l'ordre, les mineurs tiennent à la réputation de leur mouvement. Au départ simplement économique, les mineurs demandaient des salaires plus décents, l'amélioration de leurs conditions de travail. Les revendications sont désormais politiques. Ils réclament l'autonomie économique, une autogestion locale, la fin du contrôle du pouvoir central. Une situation qui embarrasse de plus en plus le Kremlin. Une commission spéciale dirigée par Nikolai Slunkov, membre du bureau politique, a été envoyée sur place. Il a demandé aux mineurs rassemblés de prendre conscience de leurs gestes, des conséquences de leurs mouvements qui risquent de mettre en cause la perestroïka et la démocratisation du pays. Je crois que c'est très important parce que c'est pour la première fois peut-être les gens veulent prendre la situation en main. Parce que je suis sûr que les conditions de vie et de travail sur place sont anormales. Je crois aussi que c'est un soutien de base de la perestroïka, c'est-à-dire un soutien de la politique de M. Gorbatchev, parce qu'il a demandé aux soviétiques de faire presque la même chose, de prendre justement la situation en main. La seule chose qui me préoccupe à ce moment, que cette grève se passe dans un moment très difficile, un moment de tension sociale aggravée en Union soviétique. Et la grève qui ne cesse de s'étendre commence à avoir de sérieuses répercussions économiques. L'arrêt de la production du charbon coûte cher. Chaque jour, l'équivalent de 200 millions de francs sont perdus. Faute d'approvisionnement, certaines usines sont sur le point de s'arrêter et la grève risque maintenant de s'étendre à d'autres branches de l'économie. Autre préoccupation pour le numéro 1 soviétique, l'agitation nationaliste. Les affrontements qui se seraient poursuivis aujourd'hui entre Géorgiens et Abkhazes ont fait 14 morts et 120 blessés ce week-end. Pour que les choses soient claires, l'Abkhazie est une république soviétique autonome, rattachée à la Géorgie. Les Abkhazes musulmans y sont minoritaires, ils sont 80 000 face à 250 000 Géorgiens catholiques. Ils veulent leur autonomie. Nous sommes entrés depuis la mort du maître dans l'après-Karajan. Né à Salzbourg, le chef d'orchestre est mort à 81 ans. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer dans nos précédentes éditions ce qui jette une ombre sur le génie, de l'arrivisme qui l'a fait flirter avec les jeunesses nazies, par exemple, ou encore du train de vie débridé d'un milliardaire. Arrêtons-nous au génie pour évoquer ce chef d'orchestre et la place toute particulière qu'il occupe à Salzbourg, Savine-Lintal, là où il est mort hier. Dominique Verdeillan et Isabelle Bechler. Dans la maison d'Anif, où c'était un dimanche, le maître, le silence et le recueillement ont succédé à la musique. Même si l'on savait Herbert von Karajan malade, l'annonce de sa mort a provoqué un grand choc dans la ville de Salzbourg. Tous les édifices musicaux ont pris le deuil. Hier, en fin d'après-midi, à l'issue d'une réunion extraordinaire, la direction du festival de Salzbourg saluait unanimement le chef d'orchestre qui était des leurs depuis 1927. Il était le plus grand chef d'orchestre. Il est irremplaçable. Il faudra attendre beaucoup de temps avant de trouver un équivalent. C'est Salzbourg, mais aussi l'Autriche, qui a perdu un grand homme.
Aujourd'hui, les polémiques, les relations orageuses qu'entretenaient Karajan et ses détracteurs qui critiquaient les exigences de ce perfectionniste invétéré se sont provisoirement tus le temps d'un soupir. Hier, Mozart, l'autre enfant de Salzbourg, et Herbert von Karajan se sont donné un ultime rendez-vous pour un dernier requiem. À Salzbourg, que ce soit la famille de Karajan ou la direction du festival que le maître devait ouvrir le 27 juillet avec le bal masqué de Verdi, personne ne sait encore si les obsèques de Herbert von Karajan auront lieu dans l'intimité ou bien en grande pompe. En tout cas, le festival cherche déjà une baguette qui mérite de prendre son relais. Le génie donc, il cumule plus de 700 enregistrements. Karajan fut un véritable industriel, profitant du boom du micro-sillon dans les années 50. Un perfectionniste aussi, sachant faire répéter une seule note pendant des heures et des heures à un orchestre. En devenant un roi du disque et du vidéodisque, il a su démocratiser la musique classique. Karajan, l'entreprise Yoba Grégoire. Of course, we had to learn all the techniques which were necessary to get the video disc. And we have a production and have made about 43 complete works. Because, you see, I was always a little bit suffering on the fact that when you finish your work, when you are dead or when you are giving up, there remains nothing. People will say it sounds very nice. What they do then, and records which have been filmed, really, it's finished. It's gaslight. So I'm very glad to be able to say, well, I have done this, and if you want to, you don't only hear me, you see me also. Herbert von Karajan, depuis son premier coup d'essai en 1947, à l'aube du micro-sillon, a laissé plus de 700 enregistrements discographiques. Il a utilisé le laser avant tout le monde et maintenant le vidéodisque pour ses derniers enregistrements. Son nom est associé à la musique classique. La Deutsche Grammophon, sa maison d'édition, réalise plus du tiers de son chiffre d'affaires grâce à lui. J'écoute assez peu la musique classique, mais le peu que j'ai, c'est du Karajan. Avec un minimum de connaissances musicales, on reconnaît tout de suite les Karajan. Surtout sur des œuvres, par exemple, Mozart. On écoute beaucoup de Mozart. C'est unique. Ça va faire un trou pendant un moment, avant que quelqu'un le remplace. Je pense que personne ne va le remplacer. Mais ça fera peut-être de la place à d'autres, qui prendront le temps de devenir des génies aussi. Jessie Norman, ici, que l'on voit sous la direction d'Herbert von Karajan dans Isolde de Wagner. Madame Jessie Norman, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Ils étaient des centaines de millions, les téléspectateurs qui vous ont vu vendredi soir, à l'occasion du 14 juillet, chanter la Marseillaise. Là, vous êtes ici pour évoquer Herbert von Karajan. Quels sont vos souvenirs et vos impressions du maître? Oui, j'aimais beaucoup. Et c'est vraiment, je suis vraiment triste parce que c'était magnifique, c'était toujours avec lui une vraie leçon de travail musical pour chanter avec lui. Et c'était vraiment toujours une expérience magnifique, toujours.
Et apparemment, la première fois que vous l'avez rencontré, c'était, si j'ai bien lu mes notes, il y a une dizaine d'années environ. Comment est-ce que ça s'est passé la première fois? Oui, j'ai vu Karajan, vous savez, j'ai commencé ma carrière à Berlin et j'ai vu Karajan plusieurs fois pendant les répétitions à Berlin dans la Philharmonie et ça, mais j'ai chanté avec lui seulement 3 fois. En 87, la première fois c'était à Salzbourg et après à Berlin, 2 concerts. J'ai chanté toujours la mode d'Isolde. Et c'était toujours dans les répétitions, il était incroyablement précis et exact, mais pendant le concert, c'était possible de chanter vraiment librement et c'était pas du tout. C'est pas du tout la même chose avec les autres chefs d'orchestre de temps en temps, spécialement avec Wagner. Il était directif avant, mais pas pendant. Oui, exactement. Comment est-ce que ça se passait quand le maître avait posé la baguette? Parce que vous chantiez et ensuite je suppose que vous voyiez dans les coulisses ou que vous sortiez pour peut-être aller au restaurant. Comment était-il comme homme? Nous venons d'évoquer le maître. L'homme, comment était-il? Il était un peu strict. Mais il était aussi facile, c'était toujours facile à parler avec lui, des choses normales, ce n'était pas toujours la musique. De quoi parliez-vous avec lui quand vous ne parliez pas de musique? Du ski, de nager, il a eu un bateau quelque part, et on a parlé beaucoup de ça. Il faisait d'ailleurs des courses à Marseille avec Gaston Defferre, avec son superbe voilier. Karajan a enregistré près de 700 morceaux de musique, c'est proprement incroyable. Oui. S'il fallait que vous donniez ici quelques conseils d'écoute, que diriez-vous Oui, il a dit toujours il faut faire que des bons disques. Et il ne faut pas laisser sortir des mauvaises. Oui, mais là, il y en a 700, on ne peut pas en acheter 700. Qu'est-ce que vous conseillez aux gens d'acheter? Qu'est-ce qu'il faut avoir dans sa discothèque de Karajan? C'est difficile à dire, mon Dieu. Peut-être Beethoven, Wagner. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont merveilleuses. Madame Jessie Norman, vous êtes sur ce plateau. Vous étiez vendredi soir en direct sur notre antenne en train de chanter la Marseillaise. Comme on dit, vous y étiez au bicentenaire. Comment c'était? C'est bien passé, enfin. Et c'était vraiment, j'ai chanté avec beaucoup d'émotion, c'était vraiment un grand moment. Je ne peux pas dire plus. Plus généralement, vous êtes quelqu'un qui est sensible aux droits de l'homme, vous êtes quelqu'un qui a tenu à participer dans ces conditions aux cérémonies du bicentenaire. Comment jugez-vous ces cérémonies dont certains ont dit qu'elles étaient trop fastueuses? C'était pas trop. Non. C'était une fête, une grande fête, et il n'y a pas beaucoup des possibilités, je trouve, dans la vie d'avoir vraiment les grandes fêtes. Et quand ça arrive, il faut le faire, je trouve. Madame Jessie Norman, est-ce qu'on a encore la chance de vous savoir ou de vous entendre encore un peu en France? En France, oui, je chante mercredi soir à Versailles, devant le château. Et dans le midi, à Roc d'Enterron, le 22, et à Nice, le 24. On a parlé de quelques petits problèmes d'argent, d'émoluments pour votre venue en France. Tout ça est oublié? Presque. Merci beaucoup, Jessie Norman. Je t'en prie. Le sommet des 7 est terminé, les grands sont repartis chez eux après avoir conclu par un consensus euphorique. Né en 1974, ces sommets étaient d'abord et surtout consacrés à l'économie. Celui du bicentenaire est un sommet d'un nouveau type qui a fait une large place aux phénomènes de société que sont la drogue et l'environnement, à côté du sourire à l'Est et de la difficile question de la dette. Essai de bilan affiné avec Gérard Leclerc. Nous avons tenu à faire remarquer qu'il s'agissait du début d'un nouveau cycle de sommets. Marque de ce changement, l'élargissement des préoccupations des 7 pays les plus industrialisés. De la première rencontre encore informelle de Rambouillet il y a 14 ans, au sommet plus récent de Tokyo ou Venise, les 7 s'étaient surtout préoccupés de leurs problèmes économiques. Faire face aux 2 chocs pétroliers, relancer la croissance, lutter contre l'inflation, le chômage ou l'instabilité monétaire. Toujours la même photo de famille, l'an dernier à Toronto, mais aussi peu de place consacrée aux problèmes écologiques.
Changement complet à l'arche. Face aux menaces sur l'environnement et sous la pression des opinions publiques, les 7 consacrent le tiers de leurs travaux à la mobilisation d'urgence contre toutes les pollutions. Gaz carbonique ou CFC, désertification, déforestation. Pour les écologistes, une prise de conscience tardive et encore très insuffisante. On a fait une petite avancée, on a répété un certain nombre de choses que nous ne cessons de répéter depuis 15 ans, c'est bien, mais on n'a pas été assez loin. Le drame essentiel, c'est l'effet de serre dû à l'augmentation du gaz carbonique, du CO2 dans l'atmosphère, provoqué surtout par nos automobiles. Si on ne réduit pas le nombre, la puissance et la vitesse des automobiles d'ici 10 ans, nous allons droit à la mort. Autre nouveau sujet d'intervention, la drogue qui menace nos sociétés. En revanche, le fardeau de la dette qui écrase les pays en développement a été une fois encore quelque peu éclipsé au profit de la coopération avec l'Est. Pas de conférence Nord-Sud, pas de solution globale ni de mécanismes nouveaux, mais essentiellement des recommandations aux banques. La dette, effectivement, n'a pas été un thème prioritaire du sommet. Les gouvernements des pays industriels se sont contentés d'exhorter les banques à poursuivre leurs réflexions en matière d'allègement de la dette pour les pays qui ont fait les efforts les plus méritoires. Les banques seraient disposées à faire cet effort, mais elles souhaitent que les nouvelles dettes soient de meilleure qualité que les anciennes qui vaudront moins cher. Et donc pour ça, elles attendent des mécanismes de garantie de la part des pays riches ou des institutions multilatérales. Si selon François Mitterrand, les problèmes de développement sont entrés dans la conscience des pays industriels, le véritable dialogue Nord-Sud devra encore attendre. Dernière appréciation en date, celle de Moscou. Un haut responsable qualifie de très important les résultats de ce sommet. Le vice-ministre soviétique des Affaires étrangères ajoute que la rencontre de Paris est une étape importante pour la sécurité économique internationale. En France, en revanche, peu de commentaires à droite sur les résultats de ce sommet, à part la déclaration de M. Balladur, l'ancien ministre de l'économie, qui juge le bilan assez vague. Aucun des grands ténors de la droite ne semble vouloir se prononcer. Après une semaine riche quand même en polémique sur le faste des célébrations du bicentenaire. Tout est fini et la droite ne répond pas, Jean-Louis de Seine. Oui, que les hommes politiques prennent des vacances, rien de plus normal. Mais quand on est homme politique, qu'on fait partie des 3 grandes oppositions dites de droite, on se doit d'être là pour parler, pour discuter et éventuellement, si tout va bien, pour convaincre. Valéry Giscard d'Estaing avait demandé à être reçu à l'Élysée pour parler de l'Europe au moment où la France prenait la présidence de la Communauté. À sa sortie, il n'avait fait que revendiquer le leadership de l'opposition unie en faveur de l'Europe unie. Depuis, rien. Et il l'a annoncé mutisme jusqu'à la rentrée de septembre. Jacques Chirac, lui aussi, n'est là pour personne. Regrette-t-il d'avoir boudé, à l'exception du défilé militaire, les cérémonies du bicentenaire, ou refuse-t-il de devoir s'inscrire publiquement en faux contre les appréciations d'Alain Juppé, le secrétaire général du RPR, accusant le chef de l'État de mégalomanie et de folie des grandeurs? Raymond Barre, enfin, en vacances, explique-t-on dans son entourage. Craint-il qu'on le soupçonne une fois de plus de souffler le chaud et le froid sur l'opposition, lui qui disait il y a peu de temps qu'il ne s'associait pas aux critiques excessives contre le pouvoir? Pourtant, Est-Ouest, Nord-Sud, la dette, l'écologie, la drogue, ce sont des thèmes qui méritent débat. Et d'habitude, les 3 grands chefs de l'opposition excellent dans ce répertoire. Aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont sur la défensive, comme s'il leur était difficile d'évoquer un sommet ô combien consensuel et un bicentenaire ô combien populaire, sans ipso facto magnifier le rôle qu'y a joué François Mitterrand. Et Pierre Jox, le ministre de l'Intérieur, est pour sa part satisfait des services de police, dont la coordination exemplaire, je cite, a permis que cette période exceptionnelle se passe sans incident majeur. Les services de sécurité ont plus que rempli leur mission. Ils ont interpellé dans le cadre de cette surveillance accrue 3 militants présumés de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Dominique Thiers. À plus d'un titre, il est heureux, monsieur le ministre. Il a reçu les félicitations des plus hautes autorités de l'État pour le travail de ses fonctionnaires, 30 000 femmes et hommes chargés de la sécurité des Parisiens et des hôtes de la France. Un dispositif qui, en marge du sommet des pays industrialisés, s'est révélé très efficace. Les services de la police nationale ont progressé dans un domaine de la lutte antiterroriste où des interpellations intéressantes ont pu être réalisées. Ainsi donc, le 14 juillet, en pleine agitation diplomatique franco-britannique, la sécurité du territoire, informée par ses collègues anglais, interpellait 3 membres présumés de l'IRA. 2 jours auparavant, les services de Sa Majesté avaient arrêté à Rosslare un couple d'Irlandais. Ils possédaient des documents attestant de la présence en France de militants de l'IRA.
Prévenus immédiatement, les policiers français se mettent en chasse et localisent dans la Marne ce gîte rural. Une base arrière où vivaient 2 hommes et une femme, ils se faisaient passer pour des Canadiens. Placé sous surveillance, le commando est arrêté en douceur à Saint-Avold alors qu'il se rendait en Allemagne. L'Allemagne où précisément le groupe devait agir. À 2 reprises, au mois de juin dernier, l'IRA a frappé des objectifs britanniques. Le commando arrêté en France possédait des détonateurs ainsi qu'une liste de bases militaires anglaises implantées en RFA. Les services de renseignement européens savent que la date anniversaire de l'entrée en guerre de l'IRA contre les Britanniques approche. C'est au mois d'août. Leur vigilance est totale. D'autres informations en France avec Isabelle Delion. L'armée révolutionnaire bretonne, l'ARB, revendique l'attentat de la cité administrative de Quimper. Hier, une explosion a endommagé un local d'EDF qui abritait 4 transformateurs à pyralène. Important dégâts matériels alentour, mais pas de pollution. Cette action survient après l'inculpation le 10 juin dernier de 4 militants présumés de l'ARB. Un dentiste agressé, des enseignants tous d'origine européenne menacés de mort à Fayaoué. L'île d'Ouvéa connaît un certain regain de tension après 2 mois d'accalmie et alors que vient d'entrer en vigueur le nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie. À l'occasion de la mise en place des 3 assemblées provinciales et du congrès du territoire, Michel Rocard a appelé les Néo-Calédoniens à leurs responsabilités. C'est à eux qu'il appartient désormais de mener le développement dans le respect et la reconnaissance de chaque communauté. 2 femmes âgées sont mortes, une autre a été très gravement asphyxiée dans l'incendie d'une maison de retraite du quartier des Cailloles à Marseille. 15 des 184 pensionnaires ont dû être évacués. L'incendie serait dû à l'implosion d'un poste de télévision dans une chambre. Dans l'affaire Péchinet, la justice française prend du retard. Edith Boisette, le magistrat parisien, devait recevoir cette semaine les conclusions de son collègue suisse. Mais 2 sociétés, la banque Rothschild et IDB International Bank Discount, ont déposé des recours devant la cour d'appel suisse, recours qui bloque la coopération entre Paris et Genève. Le magistrat parisien est empêché par exemple de connaître l'identité réelle des acheteurs du titre Triangle passé par la Suisse. Un médecin anesthésiste se suicide en Seine-et-Marne après la mort d'un petit garçon de 6 ans qu'il avait anesthésié pour une opération de l'appendicite. Le docteur Hajman était âgé de 41 ans. Après l'opération, l'enfant s'était pourtant réveillé normalement avant de décéder 4 heures plus tard. Les raisons de ce décès ne sont pas encore déterminées. Pour le directeur de l'hôpital, le médecin anesthésiste, coté et très réputé, était peut-être stressé parce qu'il a été le premier à être appelé après la mort de l'enfant. Nouvel incident à l'est des côtes norvégiennes. Oslo accepte l'explication soviétique. Le sous-marin repéré hier dans un nuage de fumée ne connaissait aucune avarie. La version soviétique est la suivante. C'est la mise en marche d'un moteur diesel qui a causé le 3e incident diplomatique dans la région depuis 6 mois. Dominique Derda. Les Norvégiens ont d'abord cru à un incendie. De ce sous-marin soviétique s'élevait un nuage de fumée. Très vite, l'alarme est donnée, le navire est dans les eaux internationales, mais c'est un sous-marin nucléaire. Le risque de contamination ne peut être exclu. Les soviétiques répondent qu'il s'agit d'un exercice, d'une simulation de panne du système de propulsion. Il y a bien eu de la fumée, oui, mais elle provenait des moteurs diesel mis en route après l'arrêt des réacteurs nucléaires. En fait, le sous-marin a refait surface parce qu'il était victime d'une avarie. Dans la nuit, il a regagné son port d'attache, Mourmansk, la principale base navale soviétique. Les Norvégiens ont fini par accepter cet après-midi les explications soviétiques. Il n'y a pas eu d'accident ou de situation critique. Certes, pourtant, par 2 fois déjà, des sous-marins soviétiques avaient pris feu au large des côtes norvégiennes. Le 7 avril, premier incendie d'un sous-marin, 42 marins portés disparus. Plus récemment encore, le 26 juin, nouvel incendie dans la même zone. Les autorités norvégiennes, hier encore, avaient de bonnes raisons de s'inquiéter. 3 informations qui concernent la Pologne. D'abord celle-ci, c'est une dernière dépêche qui nous arrive de Bruxelles. Les 12 décident d'une aide alimentaire d'urgence à la Pologne. C'est une conséquence du sommet qui vient de se tenir à Paris. Cette aide d'urgence sera prise dans les stocks disponibles de céréales et de viande gérés par la communauté économique européenne qui est en charge de l'aide donc à apporter aux pays de l'Est, notamment à la Pologne et la Hongrie.
Varsovie, le général Jaruzelski est nouveau candidat à la présidence de la République. Enfin, troisième information concernant la Pologne, le Kremlin et le Vatican rétablissent des relations diplomatiques et retrouvent donc des rapports diplomatiques normaux. Dernière illustration du réchauffement entre le Saint-Siège et un État communiste. La Pologne de solidarité avait accordé une personnalité juridique à l'Église en Pologne. C'était au mois de mai dernier. Jean-Paul II a beaucoup contribué au rétablissement de ces relations suspendues depuis la Deuxième Guerre mondiale. Premier vol réussi pour le nouveau bombardier américain B-2 dans le ciel de Californie. Cet avion en forme d'aile volante doit pouvoir pénétrer le rideau des radars soviétiques. Il est prétendument invisible. C'est sophistiqué et c'est très cher. Patrice Pellet. Les incrédules qui pensaient que le B-2 ne verrait jamais le jour, qui affirmaient que l'aile volante aurait du mal à décoller, ont perdu leur pari ce matin. Avec un vol sans problème de plus de 2 heures, le plus sophistiqué des bombardiers américains a parfaitement rempli sa mission. Le B-2, c'est l'avion invisible américain. Grâce à sa forme et à la structure de ses ailes, les radars seraient incapables de le localiser. Mais un petit bijou comme celui-là coûte cher, près de 4 milliards de francs, pièce. Certains lui prédisent un bel avenir. 132 exemplaires devraient être construits. D'autres, au contraire, estiment que le B-2 va terminer rapidement sa carrière à la casse, au mieux, dans un musée. C'est peut-être la forme du B-2 qui inspire cette dernière remarque pessimiste. L'avion ressemble à un boomerang, et chacun sait que la seule chose que sait faire ce drôle d'objet en bois, c'est de revenir inlassablement et toujours à la même place. Le ministre israélien de l'Industrie, Ariel Sharon, affirme dans une conférence de presse qu'il faut éliminer Yasser Arafat, car seule la mort du chef de l'OLP pourra relancer le processus de paix au Proche-Orient. Fin de citation. Pas de Tour de France aujourd'hui, en tout cas, c'est une étape de repos. Nous retrouvons bien sûr les coureurs demain pour une nouvelle étape. C'est la dernière ligne droite avant l'arrivée dans 6 jours. Nous allons maintenant parler d'Alexandre Troner et d'un mariage exceptionnel, celui de l'opéra et du plus grand décorateur de cinéma. Depuis 60 ans, Troner a travaillé avec les plus grands, de René Clair à Joseph Losey, en passant par Billy Wilder. Aujourd'hui, il réalise les décors de la Flûte enchantée dans un des lieux saints de l'opéra, à Orange. Michel Strulovici et Michel Levasseur. Ce vieil homme est un aventurier. À 84 ans, Alexandre Troner préfère toujours les chemins escarpés. Le plus grand décorateur de l'histoire du cinéma s'offre ici un cadeau en forme de défi. Pour la première fois, après plus de 60 ans au service du 7e art, Alexandre Troner réalise les décors d'un opéra. Entreprise doublement audacieuse, il s'agit de la Flûte enchantée, l'œuvre la plus complexe de Mozart. Et puis, et surtout, il s'agit de maîtriser ce lieu surchargé d'histoire, de lui donner un sens nouveau, de dompter ce mur du théâtre antique. Le mur résiste. Le mur est dur. Donner à voir la musique, inventer un monde au service de ce Mozart bigarré et rigoureux, c'est tout l'enjeu du travail. Un travail facilité par la complicité qui unit le metteur en scène Richard Dembo et Alexandre Troner. Je ne suis pas un metteur en scène d'opéra, je suis un petit garçon qui rencontre son grand-père. Alexandre Troner, l'homme de toutes les surprises, avec quelques morceaux de bois, des gravats et infiniment de talent, réussit à mettre en valeur la majesté de la Flûte enchantée. C'est fascinant, c'est intéressant, mais je ne crois pas que je recommencerai. Pourquoi? Parce que je suis un peu âgé. Et pourtant, quelle jeunesse!
Alexandre Troner à Orange. Comme tous les soirs, retrouvons l'épopée d'Armstrong, Aldrin et Collins, les trois Américains qui il y a 20 ans partaient à la conquête de la Lune. Hier, ils décollaient de Cap Canaveral sur une fusée Saturne V. Tout va bien à bord, mais les opérations délicates commencent. Philippe Dumez. La Terre s'éloigne. À bord d'Apollo 11, tout se déroule parfaitement. Très rapidement, l'engin atteint une vitesse de l'ordre de 16 km par seconde. Armstrong effectue alors une opération délicate. Extraire le module de commande, lui faire faire un demi-tour et venir le connecter au module lunaire, le LEM. Tout se déroule comme sur des roulettes, annonce Aldrin. Le voyage a été préprogrammé et à bord, les trois astronautes surveillent simplement les instruments. La route qui a été choisie prévoyait un tour de terre au départ, puis une voie directe vers la Lune. Sur place, Apollo 11 fera 3 fois le tour de notre satellite en se rapprochant doucement. Il ne faut surtout pas être attiré trop violemment par la Lune. Le voyage va durer 4 jours. Et on se retrouve demain. Il y a un tiercé demain à Enghien dans le prix Richelieu de Rouault. Pronostic de Pierrette Bresse, 18, 17, 13, 8, 4, 12, 10 et 16. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, rendez-vous avec Laurent Cabrol. C'est très très chaud demain. Également rendez-vous avec Christian Marimonneau pour un dernier journal aux alentours de minuit 30. Pour ma part, je vous retrouve demain à 20 h. Excellente soirée à tous sur Antenne 2.